Permettre de vous en dire un tout petit peu plus. L'une des grandes originalités de ce film, c'est la façon dont le dialogue est conçu. Déjà, je pense que tout le monde l'a remarqué, sans même faire exprès, le dialogue est minimal. Il y a déjà, pour commencer, environ 8 minutes de film sans dialogue, pratiquement muet. Et par la suite, vous avez aussi des scènes relativement longues où personne ne parle, soit parce qu'il s'agit du protagoniste qui est tout seul chez lui, soit parce qu'il s'agit de situations où il est hors de question de parler. Ça fait partie des choses typiques de l'univers de Melville, qu'il a déjà inauguré avec son premier long métrage, Le silence de la mer, où ce n'est pas par hasard que dans le titre il y a le mot silence, et où le film explore la piste des personnages qui se taisent, qui réfléchissent et qui cachent des choses, qui taisent des choses qu'ils aimeraient dire. Et c'est une sorte de piste qui lui était manifestement vraiment propre, à laquelle il est très sensible, et qu'il a développé le mieux, certainement, dans Le Samouraï, parce que quand vous pensez au peu de dialogue que ce film comporte, si vous pensez au contenu des propos que les personnages échangent, vous pouvez vous rendre compte que ce sont soit des propos strictement utilitaires, autrement dit indispensables, soit des propos qui sont d'une manière ou d'une autre mensongers et qui reviennent plus à attirer votre attention sur l'idée qu'on ne vous dit pas tout, ou qu'on ne vous dit pratiquement rien, ou qu'on vous dit des choses fausses, qu'à vous apporter des informations ou des révélations comme ça se passe couramment dans les dialogues, par exemple, d'un film policier ordinaire. Il y a un exemple qui est particulièrement flagrant, que vous avez certainement remarqué, c'est la scène où le personnage du policier, joué par François Perrier, va chez l'héroïne qui est Jeanne, jouée par Nathalie Delon, et où il l'interroge sur ses deux amants, en disant, il y a le monsieur bien, qui est certainement alimentaire pour vous, et puis il y a ce jeune homme qui doit être votre amant de cœur, et il lui demande à une certaine étape, mais vous l'aimez quand même ce garçon? Et elle dit non. Ça, c'est quelque chose que Melville a beaucoup exploité dans ses films matures, c'est-à-dire que les réponses que les personnages donnent, c'est l'exact contraire de la vérité, et c'est conçu précisément pour vous faire comprendre que ce qui est dit est un mensonge, et que la vérité, c'est l'opposé de ce qui est dit à l'écran. Donc ça, c'est aussi quelque chose, ça fait partie du style de Melville, de son écriture, à la fois de scénariste, parce que c'est un scénario original, à la différence de beaucoup d'autres films du même cinéaste, ce n'est pas une adaptation. Donc ça fait partie des particularités de son écriture, en tant que scénariste et dialoguiste, étant donné que pour ce film, il est le seul auteur du scénario. Et c'est très typique aussi de la manière dont ces films fonctionnent, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend n'est pas censé être pris au pied de la lettre, c'est censé vous inciter à réfléchir pour voir ce qui peut se cacher derrière. Et pour ce qui concerne l'intrigue du film et les situations, il y a plusieurs façons de résumer le scénario de ce film. Si vous voulez le résumer au premier degré, ça revient à dire que c'est un personnage de tueur à gages qui est très compétent et qui se retrouve persécuté à la fois par la police et par ses commanditaires, et ce qui est voué à le détruire en définitive. Si on le résume comme ça, au premier degré de lecture, ça donne une sorte de canevas qui est très banal, qui est comparable à des dizaines et des dizaines de films policiers et de films noirs. Il y a une autre façon de le résumer qui est un tout petit peu, un peu plus élaborée, un peu plus proche du contenu du film, qui revient à dire le protagoniste, c'est quelqu'un d'extrêmement efficace et qui est convaincu de pouvoir se débrouiller avec tous ses ennemis et dans toute situation d'adversité. Pourquoi? Parce que les 15 premières minutes du film consistent à nous montrer comment il se prépare pour résister à tout ce qui peut lui arriver par la suite. Il s'assure des alibis multiples. Et puis, il se prépare à être arrêté parce que, toute évidence, quand il revient à l'hôtel de Pigalle où on joue au poker, il revient exprès pour se faire arrêter sur place après l'assassinat. Et donc, on peut dire que c'est l'histoire de quelqu'un qui a tout fait pour maîtriser une situation et qui s'est préparé de la façon la plus ingénieuse
pour s'en tirer sans le moindre dommage, et qui en définitive se retrouve en fait dupé d'une certaine manière, à la fois par ses adversaires et par le destin, si on peut dire, dans la mesure où il s'avère en définitive impossible d'absolument tout calculer, d'absolument tout prévoir. Donc ça, c'est déjà une façon un petit peu plus élaborée, un peu plus proche de la réalité du film, de le résumer. Mais on peut aussi le résumer d'une autre façon, et c'est ça, je pense, le plus intéressant. C'est quand on pense à la façon dont ce personnage est stylisé et à la façon dont les autres participants à l'action sont stylisés. Vous avez dû remarquer, par exemple, parmi les séquences qui se déroulent au Quai des Orfèvres, dans les locaux de la police, il y en a une où vous avez les suspects qui sont debout, éclairés par des projecteurs très puissants, sur fond de murs gradués, sur fond de toile. Soit dit en passant, jamais en France il n'y a eu de murs gradués dans quelques locaux de la police que ce soit. C'est une sorte de citation visuelle du film noir américain, parce que c'est une particularité en fait des locaux de la police américaine d'avoir des murs gradués. Et vous voyez devant ce mur gradué des personnages, donc bien sûr il est le protagoniste, mais quand vous pensez à ce que sont les autres personnages, ils sont complètement hétéroclites, et objectivement parlant, ils n'auraient aucune raison d'être suspects et d'être arrêtés, parce qu'il n'y a pas, ils ne correspondent pas à la description a priori du principal suspect. Certains sont beaucoup plus âgés, une autre est carrément une femme d'un certain âge, et puis ils ne sont absolument pas susceptibles d'être interchangeables, et pourtant ils sont présentés comme tels. Vous avez un peu plus tard, à 10 minutes environ de distance dans le film, une nouvelle séquence où le même principe est poussé vraiment à l'extrême. C'est celle où tous les suspects qui sont habillés d'une façon relativement identique sont obligés d'échanger leurs chapeaux et leurs imperméables pour inciter le principal témoin à reconnaître en fait le principal suspect. Ce qui est très amusant là-dedans et qu'on ne saisit pas forcément à prime abord, mais qui est, je suis sûre, perceptible de façon indirecte pour tout spectateur du film, même à la première vision, c'est que pour commencer, ils sont beaucoup trop nombreux pour être vraisemblables. Et puis par la suite, c'est vraiment étonnant qu'un tel nombre de gens soient vêtus de façon presque identique. Et ils sont mis en scène d'une manière géométrique qui en fait plus des figures de ballet, en fait, que des suspects plausibles qui prendraient part à une action policière plausible. Ça fait partie des procédés que Melville utilise, à la fois pour nous montrer que ce qu'il fait en matière de mise en scène, c'est quelque chose qui est loin du réalisme et qui pervertit d'une certaine manière en le poussant à bout le point du film noir. Et d'autre part, c'est une façon aussi de nous ménager des surprises, parce que si vous pensez à ce que disent les témoins au cours de ces deux scènes, aussi bien quand les suspects sont devant la toise que quand ils sont obligés d'échanger leurs vêtements, les témoins en fait se comportent d'une façon qui ne correspond absolument pas à ce qu'on pourrait prévoir. Par exemple, les réactions dans la première scène devant la toise, les réactions des gens qui ont vraiment observé le protagoniste quand il entrait dans la boîte de nuit et quand il en sortait, pour la plupart d'entre eux, ils ne le reconnaissent pas. Alors pour certains, on peut se dire que c'est vraisemblable parce que tout simplement, ils n'avaient pas de raison de prêter attention à ce personnage. Et pour d'autres, c'est complètement stupéfiant, notamment dans le cas de la pianiste qu'il a vue et bien vue dans le couloir en train d'ôter ses gants, et qui normalement devrait dire que oui, c'est lui, je l'ai bien vu et je le reconnais. Quand elle commence par dire que ce n'est absolument pas lui, on peut se dire que c'est peut-être parce qu'il lui inspire une sorte de sympathie ou d'attirance. Par la suite, on peut se rendre compte qu'il y a une autre raison pour laquelle elle ne le reconnaît pas, c'est que très certainement elle était prévenue, parce qu'elle fait partie du milieu qui a commandité l'assassinat. Et puis pour finir, quand on voit ce qui se passe dans leur rapport et dans la suite de l'action, on peut se demander s'il n'y avait pas encore autre chose. Donc c'est typique de la façon dont Melville travaille, c'est qu'à chaque étape de l'action, il vous donne des indices supplémentaires, des suggestions supplémentaires qui vous permettent de changer d'avis sur ce que vous avez vu, de l'interpréter d'une autre manière, et puis de finir par vous dire qu'en définitive, c'est très difficile de trancher,
et qu'il n'y a pas vraiment moyen d'éclaircir totalement l'action ou bien ce qui se passe dans l'esprit des personnages. Il y a une autre, je voudrais revenir un petit peu sur le tout début du film, qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, une façon d'ouvrir un film noir extrêmement inhabituel et qui est unique en son genre. Quand vous voyez le tout début sur lequel passe le générique, pour commencer, vous pouvez avoir l'impression qu'il s'agit d'une pièce vide. Il y a deux mouvements qui sont perceptibles. Le premier, c'est le mouvement des ombres sur le plafond de la chambre, des ombres de voitures qui passent en contrebas, qui est, soit dit en passant, un mouvement qu'on ne peut absolument pas observer en réalité. C'est-à-dire, en réalité, pour qu'il y ait des ombres de voitures projetées sur le plafond, il faudrait que ces voitures soient éclairées au niveau des roues, en somme. Et ça n'existe pas. Donc c'est une façon qui est discrète, mais qui néanmoins crée une sorte d'atmosphère étrange que Melville a trouvée et qui est absolument inédite dans l'histoire du cinéma, de montrer que l'univers où on entre, ce n'est pas la réalité, c'est quelque chose qui est à la limite de l'onirique, à la limite du fantastique, et où les choses se passent d'une façon radicalement différente que dans un univers autre. Après, vous avez un petit mouvement qui est créé à droite dans le cadre par la fumée de la cigarette du personnage qui est naturellement couché sur son lit mais qui n'est pas encore vraiment visible et qui vous signale en somme qu'il y a quelqu'un de vivant dans cette pièce. Il y a un mouvement de caméra, d'abord un effet de zoom avant et ensuite le mouvement exactement inverse de zoom arrière et qui correspond symboliquement à l'esthétique du film dans le sens où quand vous vous rapprochez, c'est la tendance à s'identifier au personnage, à l'observer de près, et quand vous prenez du recul, c'est la tendance à réfléchir sur ce qui se passe et à prendre conscience de l'artifice que le film implique. Donc dès le début, dès cette espèce de séquence d'ouverture du générique, on a là tout un univers qui est suggéré de façon très discrète, mais dont même le spectateur le plus distrait retient quelque chose, c'est l'étrangeté de cet univers et l'étrangeté de ses procédés. Et puis vous avez le personnage qui se redresse et qui commence à se préparer et qui se prépare devant un miroir. Autrement dit, ce qu'il fait, c'est endosser un rôle. C'est une sorte de mise en abîme, un petit peu comme si c'était un film dans le film ou du théâtre dans le film. Il entre dans son emploi, qui est son emploi de tueur à gages, de créature du monde criminel, et on sent bien qu'il y a une différence entre ce qu'il peut être par ailleurs en tant qu'individu et cette sorte d'emploi type qu'il endosse et qui fait référence naturellement à la tradition du film noir, mais qui peut être aussi vu de divers autres points de vue comme une façon de nous faire comprendre, de nous faire sentir cette sorte de vide et de béance qu'il y a entre l'image qu'on a de quelqu'un et puis la réalité, l'identité qui reste tout de même opaque de la personne. Et quand vous observez les étapes suivantes de l'action, vous pouvez voir qu'à toutes les étapes suivantes, d'une manière ou d'une autre, Melville s'arrange pour vous faire remarquer cette sorte de différence. Par exemple, vous avez la scène dans la voiture entre le protagoniste et la pianiste, où elle lui demande en somme qui il est, pourquoi il fait ça. Quand il lui répond « parce qu'on me paie pour ça », il est évident que c'est ironique, ce n'est pas la vérité. C'est d'autant plus évident qu'il vit pratiquement de façon aussi ascétique qu'un moine. Quand on observe un petit peu sa façon de vivre, il est évident que ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'appât du gain. Ce n'est pas quelqu'un d'avide d'argent, de plaisir, etc. Et il y a une sorte de question qui se pose et qui reste posée jusqu'à la fin du film. Effectivement, pourquoi il fait ça et qui il est en réalité ? Et de quoi il s'agit dans cette intrigue qui semble être une simple intrigue policière et qui en fait relève d'un tout autre genre. Melville disait, déjà plusieurs années avant de faire ce film, que son ambition, en travaillant sur des films noirs, c'était de les hausser au niveau de la tragédie classique. Alors, la tragédie classique, qu'est-ce que c'est ? Déjà à l'origine, quand on pense à la tragédie grecque antique, c'est une forme de spectacle qui reprend des histoires qui concernent soit des divinités, soit des personnages qu'on considère comme ayant existé il y a longtemps, mais qui depuis très longtemps sont devenus légendaires et mythiques.
Comment Melville utilise ça? Il utilise ça d'une part à partir de l'imagerie du film noir, qui est déjà devenue mythique, qui est déjà ancienne, qui est populaire, qui est fascinante pour le grand public et puis même pour des gens un petit peu plus exigeants que le grand public, et qu'il utilise, qu'il reprend à travers notamment la tenue vestimentaire et le comportement du protagoniste et de certains autres personnages, mais il la reprend avec une certaine distance et en nous suggérant que cet aspect-là, l'aspect fascinant, l'aspect mythique, l'aspect codifié et traditionnel et ancien de ce qu'on voit, ce n'est pas tout. Il y a quelque chose d'autre. Il y a un champ pour sa création propre à lui, et puis il y a aussi un champ pour la réflexion et pour l'imaginaire du spectateur. Et plus on creuse dans le film, plus on s'interroge sur les personnages et sur ce qui se passe, plus on peut trouver à la fois des réponses divergentes et puis de nouvelles questions et qui font que d'une certaine manière, si vous le lisez à plusieurs degrés, plutôt que de le lire comme une simple intrigue, le contenu du film est pratiquement inépuisable. Si vous vous demandez par exemple, généralement dans un film policier, que ce soit qu'il relève du genre spécifique du film noir ou qu'il relève de la série policière télévisée la plus ordinaire, vous avez un postulat qui revient à dire que à la fin du film, on doit bien comprendre qui a fait quoi et pourquoi, et en somme, on doit pouvoir élucider une énigme. Ici, on peut élucider 2-3 choses. Par exemple, on apprend que le commanditaire, en définitive, on apprend que le commanditaire du premier assassinat, c'était quelqu'un qui était lié avec tous les autres participants à l'intrigue, et qu'en somme, c'est une série de crimes, soit accomplis, soit non accomplis, qui sont commandités à quelqu'un qui ne connaît absolument pas ce milieu, pour détruire les 3/4 de ce milieu, donc logiquement des rivaux, sans doute du commanditaire. Mais on ne finit jamais par apprendre le fameux Olivier Rey, qui est le commanditaire, on ne finit jamais par apprendre qui il est, et Melville avait dit à ce propos qu'il voulait que le public puisse faire 2 hypothèses qui sont quand même assez différentes l'une de l'autre. L'une, que ça serait un chef mafieux particulièrement puissant, qui serait en rivalité avec d'autres, et l'autre, que ça serait le chef des renseignements généraux, carrément, qui commanditerait des assassinats en se faisant passer pour un mafieux pour éliminer un certain nombre de gens qu'il souhaite éliminer. Donc il n'y a pas moyen de trancher. De la même manière, si vous vous demandez la pianiste, par exemple, quel rôle elle joue, quelle est sa participation à l'action, la seule chose à être sûre et certaine quand on a fini de voir l'intégralité du film, c'est qu'elle est la maîtresse d'Olivier Rey, du commanditaire, parce qu'elle habite chez lui. Donc c'est évident qu'elle est dépendante de lui, et on peut penser qu'elle était mise au courant avant l'assassinat du patron de la boîte de nuit, du fait que justement une commande était passée par assassiner le patron de la boîte de nuit, et certainement quand elle nie avoir jamais croisé le protagoniste, c'est parce qu'elle est obligée de le nier, parce qu'on lui a demandé de le faire. Mais en dehors de ça, vous ne pouvez pas savoir exactement qui il est et ce qui se passe dans son esprit. Et la même réflexion est valable pour pratiquement la totalité des autres personnages, à l'exception de Jeanne, qui est la petite amie du protagoniste, et dont on peut être certain que du début à la fin, elle lui rend service, elle lui reste loyale, elle ne s'intéresse absolument pas à ce qui peut se passer par ailleurs, mais elle s'intéresse tout simplement à ses rapports avec lui, à l'histoire d'amour qu'elle a avec lui, ce qui est aussi, soit dit en passant, quelque chose de très typique des héroïnes de Melville. Si vous regardez l'Armée des Ombres, ou si vous voyez le Doulos, ou même naturellement le Silence de la mer d'une autre manière, vous vous rendez compte que généralement les femmes chez Melville, quand elles sont des personnages appréciables plutôt que des personnages négatifs, ce sont des créatures qui sont toutes faites de loyauté et de fidélité, et qui représentent en quelque sorte la persistance de l'affection ou de l'amour, et qui feraient tout et n'importe quoi, qui seraient prêtes à se sacrifier, et qui iraient contre vents et marées pour maintenir, dans la mesure du possible, leur fidélité, leur loyauté, leurs attachements, ce qui est aussi quelque chose de très atypique du cinéma, du film noir en général, et du cinéma policier des années 60 et 70,
où en règle générale, les femmes sont plutôt présentées soit comme des femmes fatales, donc inévitablement destructrices, soit comme des sortes de tentatrices, plus ou moins dépourvues d'intérêt autre que sensuel, mais qui n'ont pas en quelque sorte, qui n'ont pas de portée, qui n'ont pas d'intérêt symbolique et qui n'ont pas de portée morale. Donc ça aussi, ça fait partie des originalités de Melville et qui ont donné en fait naissance à des lignées de personnages comparables aux siens chez d'autres cinéastes. Alors pour ce qui est des décors, est-ce que quelqu'un a remarqué à propos de la vue qu'on a par la fenêtre, par les deux fenêtres de la chambre, si vous avez remarqué quelque chose de surprenant, levez la main. Hein? Oui, madame. Oui, c'est quelque chose de figé et la différence c'est que quand on voit la chambre la première fois, ce sont des photos en noir et blanc d'immeubles américains. On voit un escalier, notamment à gauche, on voit un escalier d'incendie qui est typique de l'architecture new-yorkaise. Et donc c'est ce qu'on appelle au cinéma techniquement parlant des découvertes, c'est-à-dire ce sont de très grands panneaux avec des agrandissements de photos et qui sont placés dans le décor à une certaine distance de la fenêtre qui est naturellement artificielle, elle est factice, de façon à donner une vague illusion de vraisemblance. Mais ce qui est intéressant, c'est que Melville fait exprès de commencer par des découvertes les plus invraisemblables possibles, c'est-à-dire d'abord elles sont américaines et non pas françaises, et ensuite elles sont en noir et blanc alors que le film est en couleur. Et puis aux étapes suivantes, il en change. C'est-à-dire on n'a pratiquement jamais deux fois la même image qui est encadrée dans les fenêtres. Et puis à une certaine étape, quand il a besoin de nous faire passer dans l'hôtel qui est censé se situer en face et où les policiers ont installé leur table d'écoute, on a, avant d'arriver à cet hôtel, une découverte, donc à travers la fenêtre, qui donne sur la façade de l'hôtel en question. On a l'enseigne lumineuse de l'hôtel, on a la façade qui est beige crème, typiquement parisienne, etc. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il réussit à faire ça, à faire avaler ça au public, généralement sans que personne ne s'en aperçoive, c'est-à-dire à ma connaissance, même quand je mets en garde une salle en disant « regardez ce qui se passe », en règle générale, c'est très difficile de regarder ce qui se passe, et pourtant ça agit d'une manière subliminale. C'est typique des procédés, jamais personne n'a fait ça avant Melville. Là, il y a des gens qui l'ont refait après lui, mais ça fait partie des procédés qu'il a inventés, qui étaient très risqués au départ, parce que c'est de l'artifice total et avoué comme tel, et qui étaient calculés au millimètre, pour qu'on puisse, même quand on est prévenu, pour qu'on puisse rester dans l'univers du film, malgré tout l'irréalisme et toute la bizarrerie du procédé. Et vous avez toute une série, c'est une sorte d'échantillon représentatif de l'artifice et de l'étrangeté en fait, de l'univers qu'on nous montre dans ce film. Mais c'est loin d'être le seul, c'est-à-dire qu'à chaque étape de l'action, vous avez des choses qui ont été modifiées, tirées vers l'abstrait, exprès pour faire partie de l'univers de ce film. Par exemple, quand vous voyez des billets de banque, ce ne sont pas les vrais billets de banque de l'époque, ce sont des photocopies en noir et blanc, en fait. Parce que si c'était les vrais, ils seraient trop colorés pour s'inscrire dans l'image. Donc Melville les a fait photocopier pour que ça soit de la grisaille, en fait, plutôt que du coloré. De la même façon, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, ce n'est pas fait pour être remarqué, en fait, c'est que dans la chambre du protagoniste, il y a un très grand nombre de bouteilles d'évian qui sont rangées sur l'armoire en hauteur. Hein. Eh bien, c'est pareil, leurs étiquettes, ce sont des photocopies, parce que les vraies étiquettes étaient beaucoup trop clinquantes. Pour passer à l'image, elles auraient trop attiré l'attention, étant donné qu'il y a beaucoup de rouge là-dedans. Donc là, c'est pareil, ce sont des photocopies. Et j'ai fait un entretien avec le décorateur du film. Malheureusement, il n'est plus de ce monde, mais j'ai eu la chance de le rencontrer à une époque où il était encore vivant et en pleine possession de ses moyens, François de la Motte, très grand décorateur, et qui m'a expliqué que Melville lui avait dit, pour ce film, qu'il voulait que les couleurs entrent très progressivement à l'écran. Donc il voulait que pour commencer, ce soit pratiquement de la pure grisaille, et que petit à petit, selon les scènes, il y ait des coloris un petit peu plus prononcés, un peu plus vifs. Vous avez sans doute remarqué qu'il y a une grande différence entre le tout début où on est dans la chambre du protagoniste
protagoniste, et la suite où il arrive dans la boîte de nuit, où on a là du bleu foncé mais quand même relativement vif, c'est-à-dire qui ne tire pas sur le gris, des surfaces métalliques, et c'est tout un univers futuriste inspiré de l'esthétique de Paco Rabanne à l'époque de Pierre Cardin et de Courrèges. Et donc c'est un univers qui est vraiment ancré dans l'époque du film et qui fait par contraste avec tout ce que le reste des décors ont de vieillots, qui fait une sorte de choc visuel très surprenant. Et de la même manière, quand on va dans les locaux de la police, ce ne sont pas du tout les locaux de la police de l'époque qui étaient vieillots, c'est quelque chose qui a été inventé exprès pour le film, de façon à être extrêmement futuriste. Les murs, par exemple, vous avez une espèce de grille argentée sur les murs, c'était du vinyle argenté. Quelque chose qui n'est jamais utilisé en décoration naturellement, et qui a été choisi exprès par Melville et par son décorateur, pour donner un aspect vraiment surprenant et très futuriste et complètement inédit aux locaux de la police, indépendamment des éléments américanisants comme la toise qu'on y voit et qui renvoient à la tradition du film noir. Ce sont quelques exemples qui vous montrent à quel point, dans ce film, tout est la moindre des choses, le moindre détail a été pensé et travaillé, et conçu pour produire un certain nombre d'effets, ce qui fait que dans l'ensemble, vous avez une série d'éléments qui sont pour certains un mélange d'anachronismes, comme la tenue qui remonte aux années 30, les locaux de la police et la boîte de nuit qui sont futuristes, et puis tout un tas d'autres références qui remontent qui correspondent notamment à la Citroën DS, les Citroën DS parce qu'il y en a deux, qui remontent pratiquement à l'époque du film. Donc vous avez de l'obsolète, de l'actuel et du futuriste, et qui sont entrelacés de façon à former un univers qui n'a pas d'équivalent ailleurs. Et de la même manière, vous avez aussi des éléments hétéroclites de différentes cultures, des éléments américains, des éléments français, des éléments extrême-orientaux, qui, de la même manière, même s'ils sont hétéroclites, finissent par former une totalité, par faire une synthèse, et sur laquelle, c'est un petit peu comme si Melville faisait le bilan, symboliquement parlant, du film d'action de 3 continents qui le précède, pour arriver à créer là-dessus, comme sur un piédestal, sur toute cette synthèse en fait des repères du genre, pour poser au-dessus sa propre mythologie à lui, quelque chose qu'il a créé, notamment dans ce film, et qui a été repris encore, le film remonte à 67, et nous en sommes encore à une époque où ce film est source d'inspiration pour énormément de jeunes cinéastes aux 4 coins du monde, ce qui prouve bel et bien qu'il a réinventé la mythologie du genre et qu'il y a fait un apport absolument inappréciable, énorme, incomparable à celui des autres cinéastes qui ont pu travailler à la même époque, et qui fait que ces films restent non seulement captivants pour le public, mais aussi une source d'inspiration, quelque chose de très fertile, un terrain de réflexion et d'inspiration très très fertile pour des créateurs d'aujourd'hui. Le premier à s'être inspiré de Melville, c'était très peu de temps après la sortie du Samouraï. C'était Fassbinder pour son premier long métrage qui est très peu connu, du moins en France. En Allemagne, il est très peu connu. En France, il est peu connu et il s'intitule « L'amour est plus froid que la mort ». Ça, c'est le titre français. Mais le titre allemand, si on le traduit littéralement, c'est « L'ange froid comme la glace » et qui fait référence au titre allemand du Samouraï. Donc déjà, les gens, avant d'aller voir le film, voyaient bien que c'était un hommage au Samouraï. Donc il l'a fait 1 an et demi après la sortie du Samouraï en Allemagne. Et depuis cette époque, ils sont des dizaines pratiquement innombrables à s'être inspirés de ce film aux 4 coins du monde. Et ce n'est pas par hasard, parce que c'était quelque chose d'à la fois extrêmement riche, sur tous les plans, sur le plan esthétique, sur l'ingéniosité du scénario et sur la façon d'innover à l'intérieur d'un genre, et puis à la fois très ouvert, c'est-à-dire qui pouvait se prêter à des lectures divergentes et aussi intéressantes les unes que les autres, pour des Américains, pour des Asiatiques, pour des Européens qui connaîtraient mieux le cinéma français que les Américains et les Asiatiques, et qui reste encore aujourd'hui inégalé en quelque sorte dans l'histoire du cinéma,
en matière d'influence universelle d'un seul et même film. Donc c'est à peu près ce que je voulais vous dire là-dessus. Et je vous propose de passer à l'étape suivante où ça serait vous plutôt qui me poseriez des questions et qui diriez éventuellement vos impressions du film. Je sais que c'est toujours difficile de commencer, mais il y a peut-être quelqu'un. Vous avez un micro là. Il suffit de lever la main pour avoir un micro et pour pouvoir intervenir. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un, peut-être monsieur? Oui. Avec un micro, ça serait mieux parce que les gens qui sont tout au fond de la salle auraient du mal à vous entendre. Je n'ai pas grand-chose à dire, j'ai simplement le travelling avant et arrière du début m'a absolument fasciné. Et en plus, c'était une image qui tremblait. Oui, absolument. C'est un zoom, ce n'est pas un travelling, c'est un zoom, donc c'est fait à la main. À l'époque, on n'avait pas encore le zoom mécanique, et ça tremble. Ça tremble, et je pense que c'est très très fort comme impression que ça donne. J'ai jamais vu ça ailleurs, mais... Ça n'existe pas ailleurs, en fait. C'est complètement sans précédent. Ça n'a jamais été fait avant, et ça n'a pas été refait par la suite, pour la bonne raison que si quelqu'un l'avait refait, tout le monde se serait dit c'est une copie du début du Samouraï de Melville. En fait, la particularité de ce début, c'est qu'il est tellement anormal, tellement étrange, que ce n'est pas possible de le réutiliser. Quoi qu'on y fasse, c'est-à-dire déjà pour commencer, quand vous commencez un film d'action sur une pièce qui semble être totalement vide, c'est en quelque sorte prendre le contre-pied absolu des règles du genre. Quand en plus vous avez un mouvement sur du vide presque total, où il y a certes des ombres sur le plafond et un peu de fumée à droite, à peine perceptible à cette étape-là, mais on ne comprend même pas, pour commencer, qu'il y a un personnage vivant qui est couché sur le lit, parce que l'éclairage est insuffisant pour qu'on le remarque, c'est la fumée qui le fait remarquer pour commencer. Donc, quand vous avez un zoom avant et un zoom arrière là-dessus, on peut se demander ce que ça signifie et pourquoi avancer et reculer sur du vide. Déjà, ce n'est pas du tout normal de faire un mouvement et ensuite l'exact contraire immédiatement, sans transition entre les deux. Et quand en plus, monsieur a bien remarqué que c'était tremblé, quand en plus c'est tremblé, c'est d'autant plus étrange et d'autant plus perturbant. Donc on se demande ce que ça peut, à quoi ça sert, d'où ça vient, et puis qui a eu l'idée de faire une chose aussi bizarre et aussi maladroite, etc. Et par la suite, quand le personnage apparaît et se redresse, on commence un tout petit peu à comprendre, c'est-à-dire, symboliquement parlant, si on vient, quand on observe les scènes qui sont muettes et où il y a très très peu d'action, vous voyez le personnage en train de ne rien faire ou de ne presque rien faire, elles ont un point commun, c'est que c'est toujours une façon dont Melville vous met, non pas exactement dans la tête du protagoniste, mais dans un état d'esprit relativement proche du sien. C'est-à-dire, pour commencer, qu'est-ce qu'il fait quand il est couché et qu'il fume? C'est un petit peu comme s'il faisait de la méditation. Il est nulle part, il ne pense à rien, il y a la vacuité de la chambre, c'est un petit peu la vacuité de son esprit, et il attend le moment, il attend l'heure de passer à l'action. L'heure vient, il a fini sa cigarette, il se lève, il endosse son costume, et après on entre dans autre chose. Si on n'avait pas cette sorte de début extrêmement bizarre et complètement anormal, qui n'a rien de dynamique, qui ne fait pas du tout penser à un film d'action, on pourrait se dire que la chose qui importe par-dessus tout aux yeux du cinéaste, c'est l'action du film. Quand il commence par de la non-action, ce qui est encore une fois une très très grande audace, ça le reste. Personne aujourd'hui n'oserait commencer comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on estime qu'on a un public qui exige de l'action extrêmement rapide, violente et rythmée. Donc déjà, on ne pourrait pas se permettre les lenteurs que Melville se permettait, qui fonctionnent toujours maintenant, y compris auprès d'un public très jeune. Il m'arrive, comme ce sont des films que je présente très souvent, il m'arrive de les présenter à des lycéens, par exemple, qui n'ont pas du tout l'habitude du cinéma des années 60 et 70, qui ont l'habitude des films d'action américains contemporains où un plan dure en moyenne 10 secondes. Et malgré tout, ils y entrent et ça les captive. Pourquoi ça les captive? Parce que Melville fait ce qu'il faut pour que ça captive n'importe qui, en somme. C'est-à-dire parce qu'il crée une sorte d'univers qui est très étrange et qui est intriguant et qui fait qu'on aimerait bien comprendre ce que c'est que ces moments de caméra bizarres,
ces espaces vides qui ne ressemblent à rien d'autre. Déjà, vous avez dû remarquer que la chambre du protagoniste, c'est quelque chose d'extrêmement étrange. Hein. C'est à la fois, c'est miteux, c'est sordide pratiquement, et puis ça a un charme très particulier, typiquement melvillien. C'est-à-dire, dans un film noir normal, soit on la présenterait comme purement sordide, sans aucun charme, soit on choisirait un décor qui soit un peu plus chic, qui soit clinquant, mais on ne ferait pas ce que Melville fait de préférence dans la plupart de ses films noirs, c'est-à-dire choisir un décor qui est plausible dans la mesure où il est minable, et puis le rendre complètement fascinant en le modifiant, en le stylisant, en faisant une espèce d'espace à part. Et à propos, il y a une autre chose que vous avez peut-être remarqué dans le film, c'est que les personnages sont très localisés, c'est-à-dire le protagoniste, il est dans sa chambre à tout moment où il n'est pas obligé d'être ailleurs. Sa petite amie Jeanne, c'est pareil, elle est toujours chez elle, sauf quand la police l'oblige à en sortir. Et puis vous avez de la même manière la pianiste qui est soit à son travail, dans la boîte de nuit, soit chez elle où personne d'autre n'est censé pénétrer. Et c'est l'une des astuces qui font que quand on se rend compte que l'endroit où elle habite, c'est la maison du commanditaire de tous les assassinats, on a quand même un choc à se rendre compte que c'est le même espace, ces deux lieux. Melville s'arrange, il le fait dans d'autres films aussi, mais dans ce film précis, c'est particulièrement prononcé et flagrant. Il s'arrange pour nous situer les personnages importants dans un décor précis, un peu comme l'oiseau en cage qui est toujours dans sa cage, hein, on ne le verra jamais ailleurs. Ils sont tous encagés, chacun à sa façon, volontairement ou pas volontairement, on ne sait pas trop, mais ils ont chacun son endroit personnel, ils sont tous seuls. Ce film, si vous le regardez, vous avez dû remarquer l'épigraphe qui renvoie à l'idée de la solitude du samouraï, mais si vous pensez au reste des personnages, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, on peut analyser le film comme une étude de toutes les formes de solitude possibles et imaginables, y compris la solitude amoureuse à deux. Si vous comparez ça avec les films d'Antonioni de la même période des années 60, c'est presque la même chose comme propos, sauf que stylistiquement parlant et comme code visuel, c'est radicalement différent. C'est très intéressant. C'est une sorte d'étude approfondie sur toutes les façons d'être seul, en fait. Même quand on est en couple, ou même quand on est au milieu d'une foule, etc., on est toujours, il n'y a pas de personnage dans ce film qui ne soit pas seul. C'est-à-dire, quand vous pensez au protagoniste, il n'a pas de complice plus stable et plus fidèle que l'oiseau, qui est un petit peu sa version miniature et puis d'une autre espèce vivante. Et en même temps, quand même, comme ils ne sont pas de la même espèce, chacun des deux est seul avec l'autre, à sa façon. Et quand vous voyez la police qui fait éruption chez lui pour poser des écouteurs, et la réaction de l'oiseau qui est pratiquement prêt de se suicider à force de s'ébattre contre les parois, contre les grilles de sa cage, c'est très particulier. Vous avez en matière de film noir, vous avez une espèce de tradition qui consiste à faire des scènes extrêmement violentes et qui sont plus sanglantes les unes que les autres et qui sont censées en quelque sorte vous captiver par la surenchère de violence. Là, chez Melville, vous n'avez rien qui soit réellement violent, c'est-à-dire les assassinats dans le film, ils ne sont pas particulièrement effrayants, particulièrement sanglants ni rien. Et ce qu'il y a de plus violent et de plus terrifiant, en somme, c'est le bouvreuil qui s'ébat dans sa cage, complètement impuissant, et qui symbolise un petit peu à la fois le destin du protagoniste, et puis une sorte de condition de l'homme chez Melville, qui est toujours, c'est une sorte de constante, à partir de son premier film, Le silence de la mer, et puis jusqu'à la fin de sa carrière, d'une manière ou d'une autre, vous retrouvez toujours ces situations qui sont certainement inspirées de son expérience pendant les années où il était dans la résistance, qui reviennent à dire que, inévitablement, on est seul, même quand on a des proches qu'on chérit énormément, parce qu'on est obligé, d'une manière ou d'une autre, d'être soit une sorte de victime désignée au sein de la société, soit une sorte d'ennemi public ou quelque chose qui serait à mi-chemin entre les deux. C'est typique de sa vision du monde et de son cinéma, et c'est quelque chose aussi qui fait une part de la portée universelle de ce cinéma, parce que si vous pensez au roman de Kafka, c'est du même ordre. C'est une sorte de constat que la plupart des grands penseurs, la plupart des grands artistes ont fait
tout au long du XXe siècle, et hélas, j'ai bien peur que ça ne se soit pas arrangé depuis et qu'on puisse faire le même constat aujourd'hui, qui revient à dire qu'un individu appréciable, ne serait-ce qu'un peu appréciable, est forcément une espèce de bouc émissaire ou de victime sacrificielle ou vouée d'une autre manière à être en fait en proie à l'hostilité collective ou bien à finir par devenir une sorte de victime de la société. Et ça fait partie des choses qui ont fait que Melville a été perçu à partir de ce film comme quelqu'un qui faisait, la notion a été inventée, forgée pour lui, quelqu'un qui faisait du polar métaphysique, on appelait ça comme ça. Donc même les critiques qui ne l'appréciaient pas à l'époque ont saisi ce qui se passait là-dedans, c'est-à-dire que c'était des films qui avaient une sorte de portée philosophique, une portée intellectuelle. Ça ne passe jamais par le discours, ça passe toujours par les situations et par l'image, et c'est d'autant plus prégnant et d'autant plus parfait que ce n'est jamais formulé, mais vous avez toujours ce leitmotiv qui est typique, et le samouraï, c'est vraiment l'emblème de l'œuvre de Melville par excellence, du moins de l'étape mature. Vous avez toujours cette sorte de constante où l'homme, l'individu, est seul, et même quand il a des proches, même quand il a des gens qui tiennent énormément à lui et qui seraient prêts, comme c'est le cas de la petite amie du samouraï en l'occurrence, qui seraient prêts à aller en prison, à se sacrifier pour lui, ça n'arrange rien parce qu'en quelque sorte, les forces en présence sont beaucoup trop massives et beaucoup trop puissantes pour que l'individu puisse triompher. Et à propos, je ne sais pas, j'aimerais bien savoir s'il y a des gens dans la salle qui ont une interprétation de la fin du film. Pourquoi il se suicide? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait nous dire finalement pourquoi? Est-ce qu'on peut dire pourquoi? Est-ce pour une seule raison ou pour plusieurs raisons? Et quelle serait la raison là? Peut-être vous, peut-être? J'ai pas compris. Alors, qu'est-ce qui se passe? On peut voir ça de trois, il y a au moins 3 points de vue qui se valent à peu près. L'explication la plus évidente, c'est qu'il se suicide parce qu'il ne veut pas se laisser arrêter. C'est-à-dire parce qu'il a compris qu'il n'avait pas d'autre solution. Parce que qu'est-ce qu'on attend de lui? Olivier Rey, le fameux chef mafieux des renseignements généraux, peu importe, mais celui qui gouverne tout, il lui a demandé d'assassiner la pianiste, pour finir. Comme de toute évidence, il n'a aucune envie ni la moindre raison de le faire, parce que premièrement, il est plus ou moins amoureux d'elle, et deuxièmement, même s'il ne l'était pas, ça ne pourrait que lui nuire de l'assassiner. Il est évident qu'il ne va pas l'assassiner. S'il ne veut pas l'assassiner, qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste soit de se laisser arrêter, tout simplement, soit de s'arranger pour qu'on le tue, pour ne pas se laisser arrêter. Donc de ce point de vue-là, du point de vue purement criminel, vous pouvez vous dire il se suicide parce que c'est la façon de rester digne, plutôt que d'aller en prison, et plutôt que de se sentir comme une sorte de lâche, eh bien il va leur prouver que symboliquement parlant, il est plus fort qu'eux, parce qu'il préfère mourir, plutôt que de se laisser prendre. Ça c'est la façon d'interpréter la fin qui reste au niveau de l'action criminelle. D'un autre point de vue, quand il est allé faire ses adieux à sa petite amie, il lui a dit, c'est la réplique finale, ne te fais pas de bile, je vais tout arranger. Donc si vous voyez ça de ce point de vue-là, vous pouvez vous dire qu'en fait, il va se suicider pour qu'elle soit débarrassée de la police. Parce qu'effectivement, une fois qu'il est mort, ça va tout arranger pour elle. C'est-à-dire, plus l'affaire est close, plus personne ne va s'occuper de la faire chanter, de la tourmenter, d'essayer de la mettre en prison, etc. etc. Donc c'est une façon, en quelque sorte, de lui rendre son dû pour les sacrifices qu'elle a fait pour lui, et puis une façon de lui faire entendre qu'il tient vraiment à elle, qu'il préfère mourir plutôt que de continuer à lui nuire. Ça, c'est une autre explication. Vous en avez une troisième qui est pareille, de l'ordre privé et pas de l'ordre policier. On peut se dire que d'une certaine manière, comme il est tombé amoureux de la pianiste et qu'il s'est rendu compte que, en fait, d'une part, elle faisait partie, ce qu'elle ne lui a pas dit, des gens qui avaient mis une certaine somme sur sa tête, donc elle faisait partie de ses ennemis, et que d'autre part, il est censé la tuer, on lui commandite son assassinat à elle, eh bien, il est allé lui montrer que malgré tout,
même si elle n'a pas, en quelque sorte, apprécié son amour autant qu'il se devait, lui, il allait se sacrifier pour elle. Ça, c'est aussi une façon d'interpréter la chose. Alors, comme ce sont trois façons qui, par ailleurs, sont parfaitement compatibles les unes avec les autres, rien ne nous oblige à trancher. On peut se dire qu'il a trois raisons très très valables d'aller se suicider, et puis il se suicide pour les trois raisons à la fois. Mais vous avez, oui. Oui, il y en a une quatrième, c'est que Voilà. c'est Alain Delon. Ah oui, mais ça c'est encore autre chose. Il est mort combien de fois à la fin? Ah oui, oui, mais vous savez, on ne pouvait pas se dire ça dans le contexte du film à l'époque, parce qu'en fait, ce que je ne vous ai pas dit, et ce qui vaut la peine, vous avez bien raison de nous faire remarquer ça, ce qui vaut la peine d'être dit, c'est que toute l'image, l'imago d'Alain Delon à travers le monde entier, c'est-à-dire non pas sa réputation, parce qu'il était déjà mondialement célèbre nettement avant, il est devenu, à partir de Plein Soleil de René Clément et de Rocco et ses frères, de Visconti, qui sortent respectivement en 1959 et en 1960, ce sont deux films qui le font connaître déjà dans le monde entier. Donc ce n'est pas pour dire que c'est le film qui l'a rendu célèbre, c'est loin d'être vrai. Et par ailleurs, Melville lui-même, s'il a voulu travailler avec lui, c'était à deux étapes différentes. D'abord, une première fois, il a voulu travailler avec lui en 1958. Donc avant que Delon ne devienne une vedette, quand c'était quelqu'un de remarquable, que les gens dans le milieu du cinéma avaient remarqué grâce à ses premiers films où il n'avait pas encore de rôles principaux. Et donc Melville pouvait à l'étape de 1958 se dire, ce garçon il est doué, il est beau, il est intéressant, ça vaut la peine de travailler avec lui. Il lui a proposé le rôle, il voulait lui proposer le rôle principal de Deux hommes dans Manhattan, que vous avez peut-être vu. Et en définitive, Pierre Grasset, qui était acteur et le meilleur ami de Melville, a fini par le convaincre de le lui donner à lui. Donc c'est Pierre Grasset qui l'a eu. Et ensuite, la deuxième fois qu'il a voulu travailler avec lui, et ça a fini par mener au Samouraï, c'est en 1963, quand Delon était déjà une vedette mondiale. Et ce n'était pas pour la même raison qu'en 1958, c'est-à-dire en 1958, c'était pour le modeler en quelque sorte, pour avoir l'avantage de prendre un débutant et d'en faire un grand acteur de premier plan. En 63, c'était parce que c'était déjà une star internationale et parce que, comme Melville l'a dit à maintes reprises, pour lui, c'était la seule star qui soit au monde, c'est-à-dire Amérique comprise, qui soit l'équivalent des stars des années 30. C'est-à-dire quelque chose qui est perçu comme une créature, comme une sorte de demi-dieu, comme une créature qui est pratiquement irréelle. Et c'est pour ça qu'il a conçu le Samouraï en fait à cette étape-là. Il a écrit le scénario en 63, spécialement pour Delon. Comme à l'époque, Delon était parti à Hollywood, il ne pouvait pas le tourner, et donc ils ont fini par le faire quelques années plus tard. Mais vous avez bien raison de faire remarquer ça, c'est que, en fait, avant ce film, avant le Samouraï, l'image publique de Delon n'était pas du tout celle qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, son imago dans le monde entier, c'est quelque chose qui est basé entre autres sur le samouraï, qui est parti du samouraï, où il s'agit d'un personnage tragique qui doit inévitablement mourir. C'est-à-dire, certes, dans un flic, il ne meurt pas, mais il joue le flic et non pas le truand, donc il est naturel qu'il survive. Mais par ailleurs, on le perçoit comme un acteur de tragédie, policier ou autre, qui est voué à la mort. Mais à l'époque, ce n'était pas ça du tout. Et justement, l'une des étrangetés, si on peut dire, du film, consistait à le faire mourir, alors que d'habitude, dans d'autres, quand on pensait à Mélodie en sous-sol, par exemple, qui est un film policier aussi, qu'est-ce qui se passe à la fin? Le hall de Pratt, en définitive, parce que les billets de banque finissent par apparaître sur la surface de l'eau. Donc les personnages de Gabin et de Delon ne pourront pas profiter des fruits de leur travail criminel, mais en définitive, personne ne meurt. Hein. Ce n'est pas une tragédie, c'est une sorte de farce policière quand on voit la fin. Mais il n'y a rien de tragique. Mais à partir du Samouraï, effectivement, vous avez cette sorte de tradition qui se crée précisément grâce au Samouraï et au Cercle Rouge, qui sont deux films consécutifs où vous avez Delon dans le rôle d'un truand et qui meurt, et qui fait qu'on s'attend, à partir de là, quand on le voit dans un film policier,
on s'attend à le voir mourir, et effectivement, par la suite, les 3/4 du temps, dans la plupart des films policiers, il meurt. Donc votre remarque était tout à fait pertinente. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, monsieur. Vous nous avez parlé de beaucoup de choses. Je vous en remercie, mais vous ne nous avez pas du tout parlé de la bande-son. Ah oui, Et moi, je trouve vous avez raison, elle est très dans importante. ce film, Elle est capitale, Et elle à est chaque extrêmement fois que- importante. Et à chaque fois qu'il y a des silences, il n'y a jamais de silence. C'est une bande-son toujours par des bruits réels. Oui, Et c'est des choses qu'on ne voit plus aujourd'hui. Non, qu'on n'entend c'est sûr. plus. Aujourd'hui, on a constamment ou une musique ou une bande-son, tandis que là, c'est extraordinaire, ça donne toute l'ambiance du film. Surtout cet oiseau, par exemple. les petits cris, n'est-ce pas? Les petits cris et puis les bruits des mouvements de l'oiseau à l'intérieur de sa cage. Alors, dans la bande-son, il y a deux choses, vous l'avez bien remarqué. Il y a d'une part la musique et d'autre part le bruitage. Le bruitage, ce qui est typique de Melville, est complètement traité en studio, c'est-à-dire il n'est pas réaliste. La plupart des bruits du film sont tout traits. Ils ne le sont pas au point où le film risquerait de devenir bruyant. Ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas du bruitage réaliste, c'est-à-dire tout ça a été reconstitué en studio de façon artificielle et puis monté dans une gamme sonore au-dessus de la normale. Enfin, c'est pour ça aussi que vous les remarquez, que vous sentez qu'il y a un travail spécifique sur le bruitage. L'autre chose, c'est la musique, qui est presque la même du début à la fin, c'est-à-dire vous avez une sorte d'air qui revient constamment et qui est devenu, depuis on peut le dire, mythique, c'est-à-dire ça a été repris, je ne sais même plus combien de centaines de fois en guise de citation sonore dans d'autres films ou dans des émissions de télévision sur le film noir, etc. Et le départ de cette musique, c'était que Melville avait demandé à François de Roubaix, qui était vraiment un compositeur de génie, qui est mort malheureusement avant d'atteindre la quarantaine, au cours d'un accident de plongée parce qu'il faisait de la plongée. Il lui avait demandé d'écouter du Bach à longueur de journée. Bach était le compositeur préféré de Melville. Il lui avait dit, il faut que tu me fasses une petite fugue inspirée de Bach, qui soit à la fois discrète et puis à la fois très prenante. Et le truc avec, vous pouvez faire une espèce si ça vous amuse, vous pouvez faire une espèce d'expérience à la maison si vous avez le film en DVD. La particularité de cette musique qui est très monotone, donc qui tourne sur un tout petit nombre de notes, qui tourne en quelque sorte, qui est une sorte d'éternel retour, qui tourne en rond, c'est que elle vous oblige à calquer le rythme de votre souffle, et donc le rythme cardiaque dessus. Donc ça fait partie des choses dans le film qui sont conçues pour vous mettre pratiquement en transe, c'est-à-dire pour vous hypnotiser d'une certaine manière et pour vous rendre le film captivant d'une façon très particulière qui n'a pratiquement pas d'équivalent. Ça c'est la fugue, plus le bruitage qui est artificiellement recréé et qui est recréé de façon justement à jouer le rôle de musique et même le rôle de parole avec l'oiseau, dans les épisodes où il n'y a pas de parole du tout, parce que comme vous avez dû le remarquer, il y a quand même très peu de dialogue. C'est une espèce de record, ce film, en matière d'absence de dialogue. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Oui et non. J'avais aussi une autre, interprétation de la fin. C'est un samouraï. Il est perfectionniste et on peut dire que son tout dernier contrat, c'est le sien. C'est lui-même, hein, en Donc, quelque en sorte. fin de compte, c'est une manière de se faire tuer comme si c'était un contrat. Oui, il y a un peu de ça, parce qu'on peut se dire qu'au fond, ce qu'on lui demandait, c'était de disparaître, en définitive. Les assassinats précédents commis, mais il y a de ça, et comme vous le dites bien, c'est un samouraï, c'est-à-dire déjà dès le titre, on peut se douter qu'il va finir par se suicider, parce que c'est ce qu'un samouraï est censé faire, de toute manière. D'une manière ou d'une autre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut interpréter ça de maintes façons. Ce n'est jamais, et ça c'est quelque chose de vraiment typique de Melville, ce n'est jamais univoque, il y a une sorte de choix qu'il laisse aux spectateurs. Pour l'heure, il leur donne des pistes de lecture multiples,
Et puis, il nous permet à chacun d'entre nous d'avoir un petit faible, une préférence pour telle piste plutôt que pour telle autre. Est-ce qu'il y a quelque chose, un autre commentaire ou une autre question? Oui. Déjà, enfin, c'est comme ça. Mais dans mon souvenir, je l'avais vu il y a très longtemps. Et dans mon souvenir, c'était un film en noir et blanc. Maintenant, je sais pourquoi. Beaucoup de gens disent la même chose. Pour la bande son, il y a aussi le jazz. Et le jazz, il est toujours dans les situations où c'est plutôt le décor est lumineux, hein, c'est dans la boîte, etc. Et je trouve qu'il y a aussi, pareil, le contraste. Et même dans la chambre, il y a un gros contraste, je trouve, entre la chambre elle-même, où on dort, et le côté cuisine, où là c'est lumineux. Et d'ailleurs, à un moment donné, il y a le passage de la chambre, quand il y a le pistolet qui surgit. Oui, quand il casse la vitre, on passe du lumineux au sombre. Ça, c'est très intéressant. Et puis, en voyant le film, à chaque fois, je me disais, mais ça m'a fait penser à un autre film. Mais je ne m'étais jamais dit qu'il venait de ce film-là. En fait, c'est celui de Jarmusch. Comment c'est, Ghost Dog? Oui, La Voix du Samouraï, qui est un calque. En fait, il est intégralement calqué sur J'y le avais jamais Samouraï. pensé, C'est un hommage c'est explicite. assez fou. Hein. C'est une espèce de jeu. Il l'a basé sur le Samouraï. Et c'est très intéressant de voir ou de revoir les deux l'un après l'autre pour voir ce qu'il y a de commun et ce qu'il y a de divergent. Le Samouraï a inspiré des remakes à n'en plus finir. Si vous connaissez un petit peu John Woo, il y a The Killer qui remonte à 1989 et qui est disponible, là on peut le trouver en DVD en France, et qui a en fait une sorte de suite du Samouraï de Melville. C'est-à-dire, John Woo part de l'idée que le samouraï est toujours vivant, il n'est pas mort, il ne s'est pas suicidé, et que la pianiste est devenue aveugle accidentellement. Donc, les protagonistes, c'est ça, ce sont les versions asiatiques des deux, avec plein de renvois au samouraï qui permettent de comprendre que ça se veut une suite. Et puis, vous avez un autre film de John Woo qui est, je dirais, encore plus remarquable, où les citations sont un peu moins limpides, parce que c'est stylisé d'une autre façon, et puis les personnages, il y a 5 personnages principaux, donc c'est un film choral, c'est conçu autrement. Ça s'appelle Une balle dans la tête, et c'est pareil, c'est éminemment influencé par le samouraï, le cercle rouge et par un flic, on retrouve tout un tas de choses. Et vous avez raison pour Jarmusch, c'était son idée de base, c'était de faire une version contemporaine du samouraï dans le contexte américain. Donc forcément, le protagoniste, c'est quoi? C'est un noir américain et qui s'inspire en partie du folklore noir, en partie du hip-hop, en partie des légendes indiennes, etc. Et tout le contenu du film, en fait, est transposé avec une inventivité très, très, très prononcée. Vous en avez un autre de film américain qui est très inspiré. Il y en a des dizaines, hein, mais je vous cite quelques-uns qui sont particulièrement originaux et intéressants. Amateur de Hal Hartley, qui est disponible aussi en DVD en France parce que c'est une coproduction française. Et là, c'est pareil, vous pouvez voir si vous le regardez, il y a toute une série, du début à la fin, il y a toute une série de renvois au samouraï. Et ce sont des films, donc, des films des années 90 qui font partie des grandes réussites des jeunes cinéastes, plus ou moins jeunes, mais en tout cas plus jeunes que la tranche d'âge dont Melville relevait, et qui se sont inspirés de ce film. Et vous en avez un autre qui est moins jeune que Jarmusch et Hal Hartley, et qui est Michael Mann, et qui a utilisé énormément de situations, et puis même le style visuel du samouraï, notamment dans un film qui s'intitule Heat, qui n'a pas été traduit en français, Chaleur, donc littéralement, et puis dans Collatéral, que vous avez peut-être vu, qui est plus récent, et où vous trouvez la gamme bleutée du samouraï, un personnage de tueur à gages qui est complètement impassible, extrêmement opaque, etc., etc., et plein de choses, plein d'emprunts au samouraï. Et par ailleurs, même quelqu'un comme William Friedkin, dont les films policiers sont plus, on pourrait se dire, c'est beaucoup plus populaire, c'est beaucoup moins stylisé, et c'est beaucoup plus éloigné du film d'auteur que les films de Jim Jarmusch, par exemple, ou de Hal Hartley. Même lui, il dit que sa source d'inspiration principale, c'est Melville, pour les films d'action. Même si c'est plus difficile de trouver les traces et
ou des citations ou des choses de cet ordre-là chez lui. Donc, ce sont quelques exemples qui montrent à quel point, en fait, on peut dire, sans exagérer, que tout le cinéma policier américain, à partir du milieu des années 70, vient de Melville. Même plutôt que ça, parce qu'en fait, Coppola, quand il préparait Le Parrain, il pensait, il voulait faire quelque chose qui soit, même si c'était censé être ancré dans un folklore italo-américain et donc moins stylisé par définition que les films de Melville, il voulait faire quelque chose qui ait les accents tragiques et cette sorte de grandeur particulière qu'on sent chez les personnages de Melville. Et d'ailleurs, il voulait Alain Delon pour le rôle qu'Al Pacino a joué par la suite. Et c'était pareil, il le voulait parce qu'il voulait avoir en quelque sorte, de citation vivante de Melville, c'est-à-dire quelqu'un qui viendrait du personnage du samouraï et puis qui ferait un personnage de mafieux chez lui dans un contexte assez différent. Donc ça, c'est des influences sur le cinéma américain, surtout de cette trilogie-là, des trois derniers films noirs de Melville. C'est une influence très, 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 très vaste et qui couvre au moins 3 générations de cinéastes. Quelqu'un peut dire autre chose? Ou non? Ou ça suffit peut-être comme ça? En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et pour votre participation. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Et peut-être une prochaine fois. Si jamais vous voulez une dédicace sur l'un de mes livres, je suis disponible pour vous à l'extérieur de la salle. Merci.